Merci d'être venu. Moi, je m'appelle Antoine, du coup, et je suis doctorant en CIFRE avec Faber Novel. Et mon labo est à Rennes, c'est l'université Rennes 1, l'IRISA, l'INRIA. Et aujourd'hui, je vous ai fait un titre assez clair. On va parler d'API hypermédia et je vais faire mon mieux pour vous expliquer ça simplement. J'espère que vous repartirez en ayant juste compris ce que c'est que des API hypermédia, à quoi ça sert, et je vous donnerai des petites clés pour commencer à en faire. Et je vais vous poser une première question, j'y répondrai. C'est dites, en fait, à quoi ça ressemblerait le web s'il n'y avait plus de liens dedans. Donc je vous montre. Je vais prendre Amazon, comme je pense qu'on a tous l'habitude de s'en servir, et je vais enlever tous les liens. Donc je vais enlever les liens vers la pub, les liens vers les catégories qu'on voyait, tous les liens qui sont en haut de la page. Et en gros, vous avez une page HTML dans laquelle on peut cliquer nulle part. Je vais quand même rajouter des identifiants pour les catégories, pour la publicité. Et comme tout bon logiciel, par exemple un bon vieux jeu vidéo, en étant Amazon, je vais vous mettre à dispo un manuel utilisateur. Et on va aller fouiller dedans pour comprendre comment parcourir notre site web. J'aurais pu faire mieux pour le titre du livre. Ok. Mais alors du coup, s'il n'y a plus de lien, ça veut dire qu'il n'y a plus de boutons non plus. Et ouais, s'il n'y a plus de lien, on va dire qu'il n'y a plus de boutons non plus sur mon site web. Ah. Mais alors du coup, comment je fais pour commander l'infuseur AT de mes rêves, qui va nous guider dans ce talk? Et ben, j'ai bien l'impression qu'on va avoir besoin du manuel utilisateur. Ce qui veut dire qu'on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'on trouve dedans. Et dedans, on va avoir les composantes du site. Donc genre page 4, je vais trouver mes utilisateurs. Page 14, je vais trouver les articles du site Amazon. Puis le panier, la boutique. Les boutiques, par exemple, moi je veux vendre des verres que j'ai fait à la maison. Et je peux ouvrir une boutique sur Amazon. Il y a les commentaires et les commandes. On va s'arrêter à ces concepts. Et je cherche toujours à acheter mon infuseur AT. Du coup, je vais aller regarder du côté des articles. En soi, un infuseur AT, c'est un article. Et je vais regarder. Donc, je peux accéder à sa description. Qu'est-ce qu'un article? En page 14, je peux vendre un article ou alors en modifier un. J'ai le choix d'en supprimer ou d'obtenir les délais d'un article de livraison. Mais c'est pas par là. Il n'y a rien qui me dit comment je peux l'ajouter à mon panier et le commander. Du coup, je vais encore prendre du temps et je vais aller chercher ailleurs. Et je vais tenter le panier alors. Du coup, dans mon panier, je peux avoir la description de ce que c'est que mon panier, pouvoir voir comment ajouter un article dans mon panier, modifier les quantités de ce qu'il y a dedans, retirer un article, en mettre un de côté, des trucs qu'on peut faire sur Amazon, ou voir mon panier, une opération métier qui est l'une des plus simples possibles. Et du coup, je vais faire ça. Donc je vais ouvrir la page, j'ai oublié le numéro de la page, mais qui est ajouter un article au panier, et voilà ce que je vois. Première étape, je vais aller récupérer l'identifiant de mon panier. Le mien, il est simple sur cet exemple. Je vais le mémoriser. Ensuite, je passe à la page suivante, et là on me dit récupérer l'identifiant de l'article ajouté au panier. Du coup, j'y vais, je récupère l'identifiant de mon article. Et j'arrive à l'étape suivante qui est, je dois construire l'URL de mon panier. Du coup, je vais compléter l'URL qui est juste en dessous et je vais remplacer les petites accolades marquées identifiant panier avec l'identifiant que j'ai récupéré tout à l'heure. Et en 4, on me dit construire la requête HTTP qui me permet d'ajouter un article au panier. Je vais devoir, donc c'est envoyer une requête avec le verbe post à l'URL précédemment construite, affecter la valeur application/JSON au header content type, et dans le corps du message, placer le template ci-dessous, dûment complété. Voilà, j'essaye. C'est parti. Alors je vais prendre ma ligne de commande. Lucas. Et je vais faire une commande curl. Je vais mettre mon verbe post. Je vais mettre le header comme c'est marqué dans le manuel d'utilisation. Je vais remplir le template qu'on m'a donné juste avant avec les infos que j'avais trouvées un peu plus tôt sur mon panier et mon article. Je vais mettre l'URL de mon panier. Je fais entrer. Et il y a le serveur, notre petit Amazon,
Et le serveur me dit, ok, 204, ça veut dire, il n'y a pas de contenu, mais ok, j'ai pris en compte ta remarque, ta demande, et j'ai ajouté ton élément au panier. Et je reprécise que ça vient bien de mon panier, pour être sûr. Cool, ça c'est réussi. Un peu long, mais c'est réussi. Mais en fait, maintenant que l'article est dans mon panier, je fais quoi? La question c'était quand même comment je commande. Et là j'ai juste un article dans mon panier. Et bah, encore une fois, j'ai bien l'impression que je vais devoir réouvrir mon manuel utilisateur et aller chercher comment je fais. Comment je fais. Et oui, encore. Je voulais un peu spoiler. C'est fastidieux quand même. Sachant que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais juste un sommaire et une liste d'opérations, et dedans rien ne me disait après avoir fait ça, tu peux aller faire ça. Ou après avoir fait ça, tu peux aller faire ça. Rien ne m'expliquait comment dérouler ou comment composer des opérations entre elles. À moi de me débrouiller. Mais alors, ça veut dire que j'ai fait tout ça pour faire ça. Cliquer sur un seul bouton. Ce qui en tant qu'utilisateur, lourd. Donc ouais, tout ça pour un clic quand on a des liens. Aïe. Bon, ben, je veux bien le faire une fois, mais ensuite je vais quand même écrire du code parce que c'est répétitif. Je ne vais pas passer ma vie le nez dans le manuel. Quand même 5 étapes pour faire une commande. Je ne vais pas passer tout le talk à refaire la même chose pour une commande, mais grosso modo, je vais l'ajouter au panier, puis je vais valider mon panier, je vais mettre mon adresse, je vais rentrer mes identifiants de carte bleue, et à la fin, je vais pouvoir valider ma commande, à condition qu'elle soit bonne. Du coup, j'écris. J'ai fini. J'ai même automatisé d'autres fonctionnalités que j'ai trouvées dans le manuel. C'est cool, j'ai tout un tas de code, ça a bien intégré Amazon. Admettons que j'ai bien fait mon boulot et que ça marche bien. Ça fait quand même un paquet de code juste pour l'API quand même. J'ai pas parlé de la page web en elle-même, j'ai juste parlé de comment je fais ce que je veux faire avec le site d'Amazon. Et comme ça, mes utilisateurs, eux, ils ont les liens, ils ont les boutons, et ils n'ont pas à faire ce travail que je viens juste de vous montrer. Génial, non? Et là, j'ai une collègue qui arrive et qui me dit, t'as vu? Hier, il y a eu une mise à jour d'Amazon. Ils ont changé le manuel utilisateur. Admettons qu'on l'a eu dans la boîte aux lettres, comme un bon vieux bottin. Il y a quelques URL qui ont changé, les données de certaines opérations aussi, et il y a de nouvelles fonctionnalités. Donc maintenant, on peut ajouter plusieurs articles au panier, plus besoin de les faire un par un. Et admettons que je veux commander 4 fois mon infuseur à thé parce que je veux l'offrir à mes potes. Ben, je vais pouvoir le faire, plutôt que de faire 4 fois la même opération. Trop bien. Et là je réponds, ça marche pas chez moi. Moi j'ai le nouveau manuel, j'ai rien changé, et je peux pas ajouter plusieurs articles en une fois, ou je peux pas choisir la quantité quand j'ajoute mon article. Bah, on me demande, t'as modifié ton code pour faire la montée en version? Évidemment, bah non, je l'ai pas fait. Et du coup, ça va être long et pénible. Je vais pas pouvoir avancer ce que je veux, et mon boss va me râler dessus parce qu'en fait, ça lui coûte de l'argent que je passe mon temps à changer un truc. Alors qu'hier, je lui avais dit que j'avais fini et que ça marchait. Bah, disons que c'est toujours mieux d'avoir plusieurs versions disponibles. Ok, je pense que j'ai raté un bout. Je suis désolé. En bilan, c'est quand même toujours mieux d'avoir plusieurs versions dispo d'une même API, et on le connaît tous aujourd'hui dans notre quotidien, si vous êtes tous des devs, que d'avoir une API qui change régulièrement tous les jours. Et du coup, c'est un des problèmes que je voulais vous montrer avec cet exemple, c'est que, admettons qu'on fait une API et qu'on se mette à la changer n'importe comment, on va casser nos clients dès qu'on va changer un truc sur notre API. Et du coup, pour éviter de faire ça, et que tous les développeurs qui utilisent notre API nous haïssent, on a créé ce mécanisme de version où on va packager tout un tas de nouvelles fonctionnalités, on va bien consigner ça dans un nouveau manuel, une nouvelle version. Oui, bonjour. Et on va garder, et on va demander aux gens de changer de version en version, et entre le temps, on va garder ces versions. On va garder les versions tant que des gens s'en servent, et le jour où plus personne s'en sert, ben, on peut les décommissionner. Du coup, là, j'aurais répondu, tu m'étonnes. Mais bon, ça reste chronophage et pas très fun de changer de version.
Personnellement, quand on me demande juste d'aller changer mon code pour changer de version, ça m'amuse pas beaucoup. J'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Du coup, j'espère que ça arrive pas trop souvent. Du coup, j'ai une solution. Je change rien, je touche à rien. De toute façon, ça marche. Du coup, on reste comme ça. Peut-être que dans 8 mois, ça marchera plus, mais aujourd'hui, c'est bon. Mais quand même, ce serait idéal si mon site web il pouvait s'adapter automatiquement quand je change les fonctionnalités de l'API. Du coup, la version change et mon site web il change tout seul et j'y touche rien. Ce serait cool, non? Personne que ça ennuie de faire des changements de version? Vous êtes tous ravis de le faire? Peut-être. Bon, j'ai un truc. On a les API Hypermedia qui peuvent nous aider à faire ça. Je vais vous expliquer. Du coup, en très résumé, c'est une API qui envoie des liens dans ses réponses. Et je pense que vous pouvez déjà garder cette info en tête. C'est pas quelque chose d'extrêmement complexe, c'est juste une API dans laquelle on met des liens, et GitHub le fait par exemple. Et elle envoie aussi des petits bouts de documentation quand c'est pertinent. Mais ils disent quoi ces liens dans les API? C'est ça la question, en fait, pourquoi ces liens? Qu'est-ce qu'ils me disent? À quoi ils me servent? En somme, la même info que ce qu'on affiche sur une page web à un utilisateur. C'est vraiment le résumé que je peux vous faire. Tous ces liens qu'on va mettre dans les API, ils peuvent donner au dev qui s'en sert exactement la même info qu'on finit par mettre sur le site web. Je vous montre. La première, c'est... Bon, c'était pour vous faire des petites lentilles. Donc la première, c'est... Enfin, je vais prendre cet exemple, qui pour l'instant est bien vide, et je vous montre une API, imagée, qui me met une image, qui me dit breakfast in bed et 95$. Ça, c'est sans lien, du coup. C'est ce qu'on a l'habitude de recevoir. Et je vais ajouter des liens vers d'autres ressources. Et dans le cas de ce site web, ces liens sont la page d'accueil du site web, j'ai la home, j'ai tous les boutons qui sont en haut, si je vise bien, ici, là. Puis, je vais avoir l'artiste, par exemple, parce qu'en fait, ça peut être hyper intéressant sur un site qui vend de l'art, visiblement, d'aller voir ce que l'artiste a fait d'autre. Et ensuite, je vais pouvoir aller sur la page Instagram du site web, par exemple. Donc c'est le premier type d'info qu'on va pouvoir transmettre quand on utilise des liens. Ce sont des liens vers d'autres contenus faits potentiellement par d'autres gens ou internes au site. J'ai un deuxième type d'info. Voilà. J'ai totalement bugué. Non, je vais prendre une règle métier. Okay. J'ai une règle métier ensuite sur mon site qui dit: seuls les administrateurs de Spacie ou la personne qui a mis en vente un objet a le droit de la retirer de la vente. Ce qui est assez simple, mais qui fait tout le sens de pourquoi il y a une règle et pourquoi on va mettre un lien ensuite ou pas. Et donc... Ok, non, j'ai vraiment bugué dans mes slides. J'en ai inversé deux, je vous la remettrai peut-être après. Du coup, la deuxième chose que je peux faire, c'est de communiquer des actions qui sont dispo. Là, c'est d'ajouter un élément au panier, par exemple. L'autre action qui est disponible, c'est de souscrire à la newsletter. Admettons que ce même article, il n'y a plus rien dans le stock. Je ne vais pas afficher un bouton pour dire ajouter au panier. Dans une API, je ferai exactement la même chose. Si j'ai un article et que je ne peux pas l'ajouter au panier, je ne vais pas mettre un lien qui dit qu'on peut le faire. Du coup, ma règle métier, qui est bien celle qui correspond à cet exemple, c'est que si le stock contient au moins un exemplaire de l'article, alors il peut être ajouté au panier. Et cet article, il peut être ajouté au maximum 30 fois. C'est-à-dire que si en dessous de mon bouton, je veux mettre un petit déroulant pour dire en combien de fois je veux l'ajouter dans le panier, je fixe ma limite à 30. Et bien cet exemple, c'est le slide qui était à l'envers tout à l'heure. Et donc, une troisième chose que je peux dire, c'est de représenter les droits d'accès. En l'occurrence, disons que je suis administrateur du site Spacie. J'ai un énorme bouton qui me dit que je peux retirer cet article de la vente. Si je ne l'étais pas, je ne l'aurais pas affiché. Donc c'est ça la troisième info qu'on va pouvoir transmettre en utilisant des liens dans nos API et qu'on va pouvoir donner aux développeurs comme aide, c'est qu'est-ce que tu as le droit de faire? En tout cas, qu'est-ce que l'utilisateur qui est connecté en ce moment a le droit de faire? Du coup, on a parcouru les liens vers les autres ressources. Le deuxième point, c'était qu'est-ce qui est disponible en fonction de l'état courant de la ressource. Et ce troisième, c'est qu'est-ce qui est disponible en fonction du contexte utilisateur de notre application.
Et ensuite, on va pouvoir être vraiment dans l'expérience utilisateur ou développeur, peu importe l'outil qu'on met derrière l'API, et c'est guider un processus métier. Et là, je vais utiliser le même bouton, mais ça va être ajouté au panier. Sur le site d'Amazon, par exemple, sur mon panier, c'est valider. Puis on va me dire, puis le site va me mettre un bouton pour me dire remplir mon adresse. Et en suivant le bouton qui va être le plus gros sur ma page, et que sur une API, je ne peux pas la mettre en plus gros, mais grosso modo, je pourrais dire la prochaine étape, c'est, et vous dire ajouter au panier. Et la suivante, ce sera passer la commande, etc. Et la cinquième info que je peux transmettre, c'est qu'est-ce que le serveur attend. Je suis le serveur, quelle est l'info que j'attends. Et du coup, et c'est là que je vais envoyer des petits morceaux de documentation. Et on peut reprendre des docs qui sont très communs aujourd'hui, des standards comme Swagger, et envoyer juste la description de l'opération au client pour lui dire ce que j'attends, c'est une taille, une forme et une quantité. Voilà. Je vous ai fait le tour. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'ai un site qui est complet, qui lui est très léger. Mais au moins il est complet. Ah ouais. Bon là je pense que j'ai compris. J'espère que vous l'avez aussi. Si je résume, mes liens dans mes API vont me donner 5 informations. La première, sont donc des liens vers d'autres ressources. La deuxième, elle est de communiquer les actions qui sont disponibles sur la ressource dans son état actuel. La troisième, c'est de gérer les droits d'accès. La quatrième, c'est de guider un processus métier. Et la cinquième, c'est de spécifier les données qui sont attendues par le serveur. Alors ça ressemble à quoi dans un fichier JSON? Je vous donne du concret quand même. Je vais vous le faire petit bout par petit bout. Donc j'ouvre une accolade, je vais mettre un identifiant de ma commande, un prix, et la liste des produits qui sont dedans, et on va attaquer les liens maintenant. Du coup, je vais mettre les autres contenus en exemple, et on va prendre par exemple un site qui donne des avis sur des produits, si j'ai envie de recommander ça à mon utilisateur. Et l'autre type d'infos que je peux afficher, ce sont les actions qui sont disponibles. Là, je le répète, mais je pense que c'est un des trucs hyper importants, c'est de se dire, voilà, annuler la commande, ce sera possible que si j'ai passé ma commande. Mais pour autant, ma commande, elle va exister dès qu'elle va être créée, probablement avant même d'être validée, en attente de paiement par exemple. Donc selon l'état, je vais dire, là, elle a été payée, le colis n'est pas encore parti, je vais afficher le lien annuler la commande. Peut-être que dans 2 heures, le colis sera parti, il sera trop tard pour annuler ma commande et je devrais faire une demande de remboursement. Du coup, on va l'utiliser à cet effet. 3, droit d'accès. Comme c'est moi qui ai fait la commande, j'ai le droit de demander le détail de cette commande. Peut-être que quelqu'un que j'ai au téléphone chez Amazon, il n'aurait pas le droit de voir le même détail, ou il aurait une autre URL vers une page beaucoup plus résumée, ou qui lui est dédiée de ce que c'est que la commande que j'ai passée. Et puis je vais pouvoir lui préciser les prochaines étapes. Suivi de livraison, par exemple. Et là, je vais mettre un lien vers le site de la Poste. Et je pense que c'est ce qu'on a sur Amazon quand on y va. Mais c'est la page web qui nous le donne. Autre petit point, il y a la suite. Et la suite, c'est le 5e point. Et c'est quelles infos en fait sont attendues. Et je reprends le même exemple de la commande. Si je veux l'annuler, on va passer par HTTP, parce qu'on en a l'habitude, et que tout le monde y est familier. Et je vais pouvoir dire... ma requête, elle est à faire sur telle URL, parce que je pourrais faire une requête sur un autre endpoint. Le verbe à utiliser, c'est post. Et en input, je vais attendre un ID, qui est un string, et je peux déjà donner la valeur. Du coup, tout comme sur une page web, je peux exploiter l'hypermédia pour pré-remplir une partie des champs. Et il y a une raison à donner, et là, qui est un champ texte libre. Vous expliquerez à Amazon pour quelle raison vous voulez plus d'infuseur de thé. Et voilà, je vais tout fermer et j'ai fini mon fichier, qui est long, mais on reparlera de ce sujet un petit peu plus loin. En attendant, je vous ai illustré ça. Donc en fait, grâce à ces liens, je peux rendre mon code suffisamment générique pour qu'il interprète ces métadonnées, tous ces liens que je vous ai donnés, et génère la page web. Oui, non. Oui. En vrai, dans une certaine mesure, mais j'y reviens tout à l'heure. Mais oui, on peut le faire. Il faut voir jusqu'où. Ce qui est plutôt cool, du coup, j'aurai moins de code à écrire.
potentiellement moins de bugs. Je devrais pouvoir faire le travail qui est le plus fun. Mais ok, donc là on est dans la partie théorique. Et je fais comment? Parlons de comment on fait des API hypermédias. Alors, on va voir comment faire, et ensuite je vous parlerai de comment on peut les consommer. Donc si vous voulez concevoir des API qui sont hypermédias, la première chose, elle n'est pas à foncer dans la tech, elle est de se poser la question du métier. Et la première question qu'on doit se poser, c'est quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que j'ai en fait dans mon API? Et essayons de le regarder sous l'angle... Enfin, mon point de vue, c'est que de le regarder sous l'angle métier, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, posons-nous la question à quelles autres ressources elles sont liées. Puis, quelles sont les opérations qu'on a sur chaque ressource. Et finalement, sous quelles conditions on va les rendre disponibles. On va revoir nos règles métiers. Je vous prends un exemple. Je prends 3 types de ressources, des photos, des produits et des fiches produits qui sont plus détaillées. C'est une très mauvaise modélisation au passage, mais on peut faire beaucoup plus propre. Mais ils mettent bien cet exemple. Je prends le cas du produit et je pose la question, quelles autres ressources sont liées à mon produit? Je vais avoir par exemple les photos de mon produit, la fiche produit et l'avis d'une entreprise depuis un autre site qui est... Ici, j'ai pris Trustpilot. Puis, qu'est-ce que je peux faire sur un produit? Donc la première chose, enfin 2 choses, je peux l'ajouter à mon panier par exemple, ou si j'ai le droit, le retirer de la vente. Et se pose donc la dernière question, sous quelles conditions elles sont disponibles? Et si je prends l'ajout au panier, c'est l'article est présent en au moins un exemplaire dans mon stock. Et la deuxième règle métier sur le retirer de la vente, c'est l'utilisateur et le gestionnaire de la boutique qui propose l'article ou administrateur d'Amazon ou de l'autre site. Ok, maintenant on parle techno. Du coup, si on parle techno, on va avoir besoin de 2 types de techno pour le faire, si on veut faire une API hypermédia. Le premier, c'est un format de document. Moi, j'ai tout mis dans un JSON et je l'ai fait comme ça m'arrange. C'est pas du tout standard, ce qui fait que c'est pas très interprétable. C'est difficile de créer des outils et des clients par-dessus et en fait à faire des formats custom comme on a tendance à le faire en entreprise et comme nous-mêmes on le fait sur des projets avec certains clients, on bloque la capacité à créer des outils qu'on pourra partager et réutiliser facilement, ce qui fait toute la force de Swagger aujourd'hui. Et 2, on aura besoin d'un framework. Je ne vais pas rentrer vraiment beaucoup dans le détail, mais s'il y a bien une chose à retenir sur ces formats, c'est si vous avez besoin juste de transmettre des liens et que vous ne voulez pas attaquer la partie spécifier les données attendues par le serveur, parce que vous pouvez très bien faire un passage incrémental ou en fait adapter votre API à votre besoin. Prenez HAL. Pourquoi? C'est parce que c'est le plus populaire aujourd'hui. Ou en tout cas, c'est l'un des plus populaires. Par contre, malheureusement, il a été soumis comme proposition à l'IETF et il n'a pas été retenu. Et si vous voulez mettre des liens plus des descriptions d'opérations, je pense que vous pouvez foncer pour Uber. Alors, tapez Uber hypermédia sur Google, sinon vous allez tomber sur le mauvais site. Mais c'est celui qui est le plus complet. Si vous voulez un détail, je vous donnerai les slides, ou je vous mettrai un lien vers les slides. Si vous voulez le détail, j'ai fait un comparatif, et c'était un des travaux de mon état de l'art de thèse, de faire ce comparatif. Du coup, je passais beaucoup de temps dans les specs, et j'ai fait un tableau qui compare et qui fait liste de fonctionnalités par liste de fonctionnalités, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Du coup, vous pouvez le prendre en détail, et j'ai aussi publié un article sur le blog de Faber Novel, que vous pourrez retrouver. Partie framework. Si vous faites du Java ou du Kotlin, il y a Spring 8OS. Bonne nouvelle, il y a un mois, ils ont sorti une nouvelle release de 8OS qui est passée en version 1, qui est beaucoup plus complète et dont je suis beaucoup plus fan que la version 0. Donc assez chouette. Par contre, faites bien attention de bien tomber sur la version 1. Il y a encore, je sais pas, il y a quelques semaines quand j'ai regardé, par défaut, il redirigeait vers la version 0.2. Je sais pas trop quoi. Et le deuxième, c'est API Platform. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous faites du PHP, ah super. Si vous faites du PHP, API Platform, il va très loin et il va même bien plus loin que Spring. C'est très cool. Et après, ils vont même parler de sémantique et de link data et ils automatisent tout un tas de choses. Et dans les autres langages, c'est pas la joie. Il y a RESTfully, qui était un projet de recherche qui a été fait en Ruby, en .NET, et il y avait même une version Java, mais ça n'a pas été maintenu. Il y en a depuis 2 ans, il y en a depuis 4 ans. Et le dernier, c'est Riposo en Python. Après, si vous êtes hyper motivé et que vous voulez contribuer, ça
peut être chouette. Voilà, et si je veux les utiliser, eh ben, je vous fais un bilan hyper pas objectif et exagéré, mais c'est on n'écrit plus de code pour générer les URL, on les prend depuis les réponses des API. 2, on n'écrit plus les conditions qui déterminent si on affiche ou non le bouton. Si je dois afficher ajouter au panier ou pas, ça doit être dans l'API. Et 3, on génère les formulaires à la volée plutôt que d'écrire tout le code qui va générer le formulaire. C'est bien, si vous voulez le faire, vous allez devoir vous poser plein de questions sur les technos et sur ce qu'il faut envoyer. Et si vous avez besoin d'un client HTTP qui vous aide, par exemple pour parcourir les liens ou pour exploiter les descriptions qui sont dedans, pour pas vous embêter à réécrire des parseurs en fonction des formats de fichiers que vous allez choisir. Côté TypeScript, il y a 2 librairies qui sont, je trouve, assez bien faites. Il y a Traverson et Ketting. Si vous voulez accéder aux slides, ce sont des liens. Vous aurez juste à cliquer dessus. Sinon, les 2 sont sur GitHub. Et pour générer des formulaires, il y en a plein. Je vous en ai mis 3, mais il y en a pour tous les frameworks qu'il y a, et en fonction des langages qui servent à décrire des schémas. Et pour le coup, cette partie, elle ne sera pas du tout compliquée à trouver. Voilà, autre langage, en Java, il y a toujours Spring 8 OS. Ils font autant serveur que client. Et côté PHP, c'est pareil. Vous pouvez aussi exploiter API Platform. Pas de surprise. Après, je suis pas allé creuser beaucoup plus loin, parce que chez nous, on fait du Scala et du Java. Mais un bon point de départ, c'est de repartir du format de fichier que vous avez et trouver une lib qui le parse. Et vous devriez pouvoir partir de là et faire ce qui vous intéresse. Voilà. Du coup, j'ai pas du tout été... j'ai un peu survendu le truc, je pense, jusqu'à maintenant. Et c'était assez volontaire, et je pense que c'est le moment qu'on prenne un peu de recul sur le sujet. Et en soumettant le talk, on m'a proposé un article que je trouvais très intéressant, parce que j'avais tiré le même bilan quand j'ai commencé. C'est OK, ça fait presque 20 ans que ça existe. Je ne sais pas si vous avez lu le talk sur le REST, mais c'est dans REST, et c'est dans la thèse de Fielding de 2000. J'avais 5 ans. Et il y a des gens qui disent que ça sert à rien. Ils sont encore plus tranchés que moi. Et alors, pour quelles raisons? Et la première, c'est qu'il y a très peu de bons outils pour créer de telles API. Alors maintenant, il y a Spring qui est sorti, il y a API Platform, donc ça s'améliore, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Et il n'y a pas de clients très populaires pour les consommer. Donc en fait, une techno sur le plan conceptuel qui est hyper intéressante, elle est hyper intéressante, mais tant qu'il n'y a rien pour s'en servir, ni pour la créer, ni pour la consommer, c'est pas facile. Et c'est exactement ce que dit cet article. Il les défonce comme ça, super intéressant, blablabla, et à la fin, ça sert à rien. Et il y a d'autres articles qui sont similaires sur le web sémantique, qui est un autre de mes sujets de recherche, mais qui a aussi à peu près 20 ans, et qui est aussi à peu près pas très utilisé. Et il n'y a aucun talk qui en parle ici, pour les mêmes raisons. Il n'y a pas d'outils qui font que c'est facile à créer, et en plus les concepts sont pas évidents. Du coup, voilà. Bon, je vous l'ai dit, c'est vrai. Maintenant, je rappelle un truc. Quel objectif derrière l'hypermédia? C'est pas de se dire on va plus rien écrire, ou tout va se mettre à jour tout seul, ou on va tout réinventer. La première chose qui était écrite dans la thèse, c'était l'objectif, c'est the direct manipulations of links allows the complex relationship within the information to guide the reader through an application. Ce qui, grosso modo, ce sera plus facile pour l'utilisateur. Et c'est ce pourquoi on a des liens dans HTML. Et rappelons-nous qu'un site web statique, ça reste une forme d'API hypermédia. C'est juste que le format de fichier qui est changé, c'est de l'HTML, et que dedans, il y a des liens. Et je pense que si aujourd'hui, je pense qu'au début, vous m'avez regardé en mode c'est débile de se dire pas de lien dans une page HTML, évidemment qu'il y a des liens. Quand il a écrit sa thèse, il ne l'a pas écrit pour les API JSON. JSON n'existait même pas. Il l'avait écrit pour le web, et l'idée, c'était juste de se dire mettons des liens, ça aidera nos utilisateurs. Et le deuxième point, c'est hypermedia is defined by the presence of application control information embedded within the presentation of information. Ce qui, à la fin, nous aide simplement à découpler le plus possible notre serveur des clients qu'on a. Et l'objectif, c'est que le serveur envoie les infos, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve au final tous à écrire des règles de validation, etc. dans les clients, donc dans les pages web, et à réécrire les mêmes dans le serveur, parce qu'on ne fait pas confiance à un client. Et l'idée, c'est que si on les envoie, on peut réduire le couplage qu'on a entre ces deux systèmes et les faire évoluer plus facilement, sans perdre de temps.
Sauf que ça, c'est pas si facile que ça. Et il y a une chose que je pense hyper importante à rappeler, parce qu'on m'a souvent dit ouais, mais l'hypermédia c'est lourd, j'ai pas envie de le lire, le fichier il est super long et tout. Il y a un mécanisme formidable dans HTTP qui est oublié par beaucoup, ou en tout cas, il y a plein de gens qui ont oublié de s'en servir, mais il y a un mécanisme qui s'appelle la négociation de contenu, ou content negotiation, qui sont les headers content type et accept. Et en tant que client d'une API, vous pouvez lui dire moi je veux juste des fichiers JSON ou je veux juste des fichiers XML. Si vous le dites je veux juste un JSON, il va vous envoyer un fichier sans hypermédia et vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Vous pouvez très bien, en tant que client vous pouvez choisir, et en tant que serveur vous pourrez proposer autant de formats que vous voulez. Du coup libre à vous de proposer une API hypermédia qui continue d'être une API JSON très simple et facile d'accès pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'hypermédia. Alors, comment gérer les clients? Donc, une question qui peut être intéressante, c'est comment on gère les clients qui forgent les URL, qui les construisent eux-mêmes, et qui n'utilisent pas ce qu'on offre dans l'hypermédia, donc en fait qui limite vont consommer, enfin qui vont appeler l'API hypermédia et qui vont pas vouloir s'en servir. Comment on gère ces clients? Donc en fait ce sont des humains derrière. Je pense que la première raison c'est on change rien à la conception. Faire des API hypermédia, ça ne veut pas dire que votre métier va devenir beaucoup plus compliqué, que votre API elle va devenir beaucoup plus grosse. Vous ne la changez pas à votre API. Vous pouvez garder exactement la même, conçue de la même manière, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes process de travail avec vos équipes. Il y en a peut-être qui vont adopter, d'autres qui ne vont pas adopter, et en fait ça dépend. Je pense que c'est plus un point humain qu'un point qui est technique. Continuer à versionner. Oui, avec de l'hypermédia, on pourrait s'enlever cette charge de faire du changement de version, sauf qu'il y a une transition à faire qui est évidente, et on ne va pas pouvoir s'empêcher de faire une transition et de former des équipes à le faire, et d'habituer les gens à changer ces petites habitudes. Et on n'a pas assez de recul sur le point, et on n'a pas assez construit de tel système pour savoir si on peut effectivement se passer de versionnement. Donc en fait, sur ce point-là, ça ne change pas non plus vos manières de travailler. Et rappelons-nous que l'hypermédia, c'est simplement un média type qui est différent, quoi qu'on n'est pas obligé, et qui transmet de la métadonnée en plus au client. Et du coup, ça m'amène à vous parler d'une autre chose, c'est ok, admettons que ça vous intéresse, mais que de rajouter tout ça dans un fichier JSON, ça vous embête beaucoup, ben on n'est pas obligé de le mettre dans un fichier JSON. On peut se dire, le body de ma requête, ça restera la donnée, pas la métadonnée, la donnée sur ma ressource, et la métadonnée, je veux la mettre ailleurs, et il y a d'autres mécanismes pour le faire. Dans HTTP, il y a le verbe option, j'ai mis un lien, et il y a un autre mécanisme qui est le link header, et pareil, il y a une RFC pour ça, et vous pouvez exploiter ces deux mécanismes différents pour transmettre les métadonnées qui vont avec vos ressources, ce qui fait que vous pouvez ne pas faire peur à vos clients, si ça vous tente. Et alors, la question c'est, que je pensais intéressante à traiter, c'est quand est-ce qu'on met ça en place sur un projet ou quand est-ce qu'on le fait pas? Et bah, je pense que si l'API, donc non, là on va d'abord voir le comment on fait pas, et ensuite je vous dirai quand est-ce que je pense que c'est intéressant à faire. Quand est-ce qu'on le fait pas? Je pense que sur une API qui est stable, dont les clients sont déjà développés et dont les équipes de développement sont habituées à versionner et au processus qui en découle, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Ça risque d'être lourd, fatigant, pour y gagner très peu de choses en fait. Donc je pense que le gain sera très léger et ça va vous coûter très très cher de le mettre en place. Et quand les équipes de dev n'ont pas encore expérimenté, si vos équipes elles n'ont jamais fait d'hypermédia et que vous avez un projet existant, peut-être pas la meilleure des idées de commencer dès maintenant par le faire. Ce qui nous amène à quand est-ce que c'est assez pertinent. Et ben, la première, c'est quand, je pense, c'est quand vous avez un métier qui est très dense et complexe. Par exemple, l'assurance. Dans l'assurance, il y a beaucoup de règles. Dans la banque, il y a pas mal de règles aussi. Et par conséquent, ça coûte très cher d'écrire vos règles sur le serveur et sur le client. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de s'y mettre. Ça allégera vos clients et ça vous coûtera moins cher. La deuxième chose, c'est quand vous avez un projet qui est amené à avoir beaucoup de clients. Si vous avez un client, un serveur, c'est pas très intéressant. Si vous avez 100 clients, un serveur, ça devient beaucoup plus intéressant qu'avant, puisqu'on réduit le couplage. Et côté client, ça devrait vous coûter moins cher à maintenir. Le troisième, c'est une API publique. Le premier exemple que j'ai en tête, c'est GitHub. Très pratique, je trouve. Voilà. Et du coup, par où on peut commencer? Et ben, un, c'est de former les équipes et de leur transmettre ces concepts et de leur expliquer ce que c'est, et que ça devienne plus simple dans leur tête et plus facile à maîtriser.
Pourquoi pas commencer par un POC, sur un POC ou sur un petit hackathon ou sur un projet de quelques jours. On peut tout rater, on s'en fiche, mais au moins on en tirera des leçons. Du coup, autant commencer par là jusqu'à ce que les concepts rentrent, qu'on les maîtrise et qu'on fasse les premières erreurs. Toujours moins risqué que sur un projet de prod. Et 3, bien définir les besoins lorsqu'on choisit les technos. Ça sert à rien de faire hyper compliqué si vous voulez juste commencer. Par contre, si vous savez que vous allez absolument vouloir mettre envoyer du serveur, enfin à partir du serveur les descriptions des opérations, pensez à prendre un fichier qui va le faire, ou au moins, ouais, je pense que ça c'est un des cas que nous on a vu sur une mission de consulting. J'avais vu ça. On a un client qui a commencé par utiliser un format léger, puisqu'ils se sont dit ouais ça fera bien l'affaire au début, puis en fait ça faisait plus l'affaire, puis ils ont rajouté, et du coup le fichier est devenu hyper compliqué à lire, et ils sont allés dans une solution hyper custom qui pose les problèmes que j'expliquais tout à l'heure. C'est que c'est pas standardisé, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de bibliothèque, ça se partage pas. Les équipes, il faut former les nouveaux développeurs un par un à le lire, puisqu'il n'y a aucune doc sur internet où c'est à vous de tout écrire. Et du coup, avant de commencer, posez-vous bien la question de ce que vous voulez faire, et prenez la techno qui correspondra à ce que vous voulez faire aujourd'hui, ou après vous gérez votre manière de choisir les échéances sur lesquelles vous choisissez vos technos. Et go. Une fois que vous avez fait ça, go. On essaye, on voit ce que ça donne. Et voilà. Ma partie, elle est terminée. Il nous reste 8 minutes 25 pour les questions. Ou pour rentrer chez vous. Ouais. Ah, j'ai une première question là. Sur les aspects front, Ouais. vous avez évalué la complexité que ça ajoute quand on dev des applis front, justement, enfin, le nombre d'actions qui va changer. Je sais pas trop Vraiment comment. être super responsive de partout. Je suis pas sûr. La complexité au moment du design des applis front. Je pense que ça dépend de la manière dont vous le gérez. Si vous y allez petit à petit et que ça commence par être juste, pour afficher un bouton, j'arrête d'écrire la règle métier. On n'ajoute pas, on a plutôt tendance à retirer. Puisque le if, c'est pas ma règle métier, c'est if response.hypermedia. Enfin, genre is présent quoi. Vous allez regarder si la clé dans le fichier elle est là, ce qui réduit vachement la complexité de la règle. Donc sur ce genre de cas, c'est plus facile. Après, si on se met à dire on n'utilise plus aucune URL et on repart toujours de la racine de l'API et on parcourt tous les liens jusqu'à arriver à ce qu'on cherche, oui, là, ça va ajouter pas mal de complexité. Ou on va se mettre à faire ça va nous arriver à essayer de faire un espèce de cache qui retient les URL. Enfin, là, ça devient plus compliqué et c'est clair. Et c'est pour ça que un autre sujet sur lequel je bosse, c'est de rajouter de la sémantique là-dedans, de rendre la machine capable de parcourir et d'être un peu plus maligne. Mais ouais, c'est là qu'il faut mesurer le truc. Parce qu'on peut faire des choses simples qui nous enlèvent pas mal de complexité, justement. En l'occurrence, c'est règles métiers, j'écris l'URL à la main, etc. Ces petits points-là, ils sont assez faciles, je pense, à mettre en place. J'avais une autre question. Si vous aviez... Je ne l'ai pas fait sur des projets clients. Enfin, je l'ai fait une fois chez un client, mais on n'avait pas de vrai consommateur. C'était en cours de développement. Pour le coup, c'était un assez gros projet dans une banque. Et ce qui était chouette, c'est qu'on a pu créer on avait un middleware GraphQL qui récupérait toutes les API et qui générait les schémas et qui était capable d'exposer un endpoint GraphQL automatiquement à partir de ça. Donc, on pouvait développer des usages qui étaient chouettes, mais ouais, on n'a pas eu de clients, donc on n'a pas eu de retour de clients des API avec lesquels creuser la mise en place du front. On avait écrit le format nous-mêmes. Du coup, notre format de document était un format qu'on avait écrit nous-mêmes, ce qui fait qu'on avait écrit les parseurs qu'elle avait avec. Et ensuite, on avait tous les schémas de documents, enfin tous les schémas de nos classes et tous les types qui étaient utilisés, qui étaient à la fois renvoyés par l'API et à la fois accessibles sur un endpoint/doc. Donc en fait, je pouvais faire /doc/ personne et j'avais le type d'une personne. Et en exploitant ça et en parcourant ça au démarrage d'un middleware, on régénérait les types GraphQL et on générait un middleware. Puis après, on faisait un mapping tel type.
il est accessible à tel schéma d'URL. Puis on résolvait ça, et puis on avait un moteur qui était exposé par-dessus. Pour les actions, ça marchait. Ouais. Ah, ça c'est pas gérable côté, enfin c'est pas géré côté GraphQL. Ouais, cette notion de ce qui est disponible at runtime, elle est même, enfin après je l'ai pas re-regardé depuis un an, mais elle n'était pas du tout disponible dans GraphQL. C'est vraiment une description statique des schémas qui sont disponibles. Je suis pas sûr qu'on parle de la même chose. On parle encore de GraphQL ou... Ouais. 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 Oui, ah, il y a quand même ça dans GraphQL. Enfin, ce qu'on appelle ça des mutations, quoi. Ah non, on n'a pas utilisé le langage de modélisation côté back pour ça. Non, 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 là c'était... Comment on l'avait écrit exactement? Ça, carrément. C'en est totalement une. Et, ouais, j'avais tiré le même constat, mais c'est pas adapté au web, du coup. C'est difficile à recommander, à moins de vraiment mettre les mains dedans, quoi. Mais oui, c'est exactement, en fait, l'API finit par être exactement une machine à état, avec des préconditions, et voilà. J'en avais pas trouvé de... Enfin, il y a des modèles, il y a des tentatives de description, il y a quelques papiers qui en parlent, mais soit c'est un mélange de... On a fait un bout de métamodèle, mais ça finit par être une lib, et il n'est pas très bien décrit, ou... Enfin, j'ai pas trouvé un papier qui dit clairement voici un métamodèle pour des API hypermédiaires. Mais après, ouais, des librairies existantes pour les décrire, on peut en ressortir. J'avais trouvé un papier qui était très intéressant, mais le métamodèle n'était pas donné. Il fallait prendre le schéma qui était dans le papier et puis faire le boulot de ressortir l'info qui est dedans. Ouais, exactement. C'est très frustrant. Ouais, ça m'est exactement ce que je me suis dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 1 minute 30, si vous avez envie. Non, bah, merci beaucoup.